Marc, cette fois-ci, j'aimerais ça qu'on aborde les questions concernant le parti lui-même. Comment tu vois le rôle d'un leader? Comment tu vois, je te dirais, la mécanique d'un parti? Parce que souvent, les gens veulent s'impliquer et repartent souvent déçus parce qu'ils ont l'impression qu'on les écoute pas. Ou comment tu vois ça, cette problématique-là? Ben, je vais d'abord Ouais, parler du leader. ouais, d'accord, vas-y. Cette Oui. vision, là, comment Mhm, je. Puis je vais parler d'une expérience mm, personnelle. Moi, j'ai été associé directeur dans un cabinet d'avocats de Montréal. ouais. Et la première rencontre que j'ai eue quand j'ai pris mon poste, Ouais. j'ai réuni tout le monde et je leur ai dit, vous savez, au bureau, on a des postes différents, mais nous sommes tous égaux. OK. On a des responsabilités différentes, Ouais. naturellement, pour faire avancer le bureau. Il y en a Ouais. qui vont parler avec la clientèle, il y en a Mhm, qui vont. Mais quand on a un objectif à atteindre, bien, il faut tout le monde travailler. Et mm, il ne faut pas considérer que quelqu'un est mieux mhm, ou pire qu'un autre. mhm, Et je pense qu'en politique, c'est la même chose. mhm, Quand je regarde les gens, moi, puis quand je dis c'est la même chose, je dirais même que mon mhm, ordre de priorité, là, mhm, c'est que moi, je considère qu'en haut de la pyramide, mhm, les gens, les bénévoles mhm, qui sont non rémunérés, non reconnus, sont en mhm, haut de la pyramide. Après ça, tu as le personnel qui est rémunéré, non reconnu. mhm, Après ça, tu as les députés qui sont rémunérés, reconnus. Puis mhm, ensuite de ça, tu as le chef. mhm, Donc, les personnes les plus importantes, selon moi, c'est les bénévoles qui sont en mhm, haut de la pyramide, puis il faut leur faire très attention. mhm, Fait que ça, c'est ma vision, là. Puis je mhm, pense que quand on travaille en politique, il faut comprendre que la députation, a été élu, mais on a été élu grâce au travail des bénévoles. mhm, L'apport au niveau de politique, mhm, on représente les membres. mhm, Donc, d'abord et avant tout, c'est de même que je perçois le rôle du chef. Et le rôle du chef, c'est de la coordination des troupes, mhm, d'apporter d'abord et avant tout le message dans la population, parce que lorsque la population vote, mhm, c'est surtout par rapport au message qui est véhiculé par le mhm, chef. mhm, Donc, c'est important que le chef ait une bonne connexion avec la population, mais aussi qu'il s'assure de porter le message de son équipe dans son ensemble. Moi, je suis un travailleur d'équipe. Je pense qu'en politique, une des plus grandes qualités que le chef peut avoir, c'est de l'authenticité. mhm. Je pense que dans la population, là, c'est la clé numéro un. Oui, tu as bien Euh, raison. Oui. parce que, Mhm, parce que les gens veulent avoir confiance mhm, et donc il faut que tu agisses en fonction de cette confiance-là que tu vas créer au fur et à mesure. Puis comment on la crée? Ben, il faut qu'on établisse clairement nos valeurs. mhm, Et une fois qu'on a établi nos valeurs, de démontrer que on a posé un geste en fonction de nos valeurs. Et justement, moi, je pense que la CAQ, mhm. la- moi, je pense que pendant le temps de la pandémie, les gens ont trouvé réconfortant Oui. ce que M. Legault faisait. Ouais. Mais je pense qu'ils ont perdu complètement l'électorat Mhm, quand ils ont commencé de parler du troisième lien dans la région de Québec parce mhm, que là, les gens sentaient plus qu'il y avait un lien entre les valeurs économiques mhm, et l'importance du troisième lien. Je pense qu'ils ont commencé à faire un lien entre l'électorat mhm, et la décision sur le troisième lien. Et là, tu mhm, t'aperçois que c'est plus une question de valeur. Fait que je pense que c'est important. Puis c'est pour ça que moi, j'ai pris la peine d'écrire un livre parce mhm, que il y a des sujets qui sont difficiles, tu sais, la laïcité, les droits individuels, les collectifs. Et j'ai voulu mettre sur table cette vision de comment je pense par mhm. rapport à certaines valeurs et dire, ben écoutez, moi, je vais agir en fonction de ces valeurs-là. Donc, accorder ta vision politique avec tes valeurs. Et Exactement. c'est là que se trouve l'authenticité, dans le fond. Puis c'est Ouais, exactement ça. ouais. Puis moi, je trouve qu'aujourd'hui, parce que dans le passé, là, ce qui était difficile, quand tu prenais une position, par exemple, au niveau du gouvernement, tu essayais de l'expliquer à la population, mais tu étais obligé de passer par les médias Mhm, traditionnels. mhm, Ce qui faisait en sorte que les médias traditionnels, ben, ils te donnent un 5 secondes ou un 10 secondes. C'est difficile d'expliquer à la population puis de faire le lien entre ta valeur puis la décision que tu as prise. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux,
la capacité de faire des balados comme on fait, mais tu as la capacité de prendre le temps d'expliquer pourquoi tu prends telle position. Et je trouve qu'actuellement, les partis politiques ne prennent pas suffisamment le temps de le faire. Ils devraient le faire davantage. Puis moi, je pense que le Parti libéral aurait tout avantage sur son site web de mettre les explications Ouais. de pourquoi ils prennent telle position. Quand on arrive, par exemple, au niveau du financement des écoles privées ou confessionnelles, etc., ben, d'arriver et de dire, ben, voici pourquoi on prend cette... Quelle est la valeur qui sous-tend la décision qu'on a prise? Et puis, par exemple, la loi 96, de prendre le temps d'expliquer la loi sur la laïcité, prendre le temps d'expliquer. Et là, la population va être capable de juger pourquoi on prend telle position. Actuellement, on se fait avoir par les médias. Je vais te donner un exemple. On m'a parlé dernièrement de la taxe sur le carbone. Là, moi, j'ai exposé ma vision. Puis là, ils sont arrivés et m'ont dit, ah, ben là, il y en a 4 qui sont pour la taxe sur le carbone et il y en a un qui dit non à la taxe sur le carbone, on doit la... Mais ma position était beaucoup plus nuancée par rapport à la taxe sur le carbone parce que moi, ce que je mentionnais, c'est que la taxe sur le carbone, c'est bon dans une vision long terme quand on veut pénaliser des mauvais comportements. Mais moi, j'ai dit qu'actuellement, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le choix dans certains cas. Par exemple, des gens dans les régions qui vont travailler avec des camions, ben, ils ne peuvent pas les remplacer. Ils n'ont pas d'alternative. Fait que là, on les taxe, on les pénalise pour un choix qu'ils n'ont pas fait. Et c'est là qui est problématique. Fait que moi, j'ai dit, la taxe sur le carbone, je veux qu'on la conserve parce que c'est une vision long terme, mais il faut actuellement faire des ajustements à cette loi-là pour faire en sorte qu'on ne pénalise pas des gens qui ne font pas des mauvais choix, mais qui font... Les seuls choix possibles Les seuls choix possibles. Ouais. Mais c'est dans la nuance. Mais cette nuance-là, je peux la faire dans un balado. Je peux pas la faire avec les médias qui prennent... Et moi, donc, actuellement, on a 4 et 1, 4 candidats avec la taxe sur le carbone et 1. Mais la réalité, c'est pas vrai. Moi, ma position, elle est pas à la même place. Puis si je rentre au gouvernement, je vais faire cette modification ou faire des ajustements à la loi sur la taxe sur le carbone pour faire en sorte qu'on vise vraiment à pénaliser les gens qui font des mauvais choix. Et donc, moi, je pense que quand on regarde la question de l'authenticité, donc les valeurs et les positions qu'on prend. Moi, ce que je trouve difficile en politique, c'est encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup on doit prendre... Des fois, les médias, il va arriver un sujet d'actualité, puis là, ils nous mettent le micro en dessous du nez, puis ils nous disent, ben écoute, c'est quoi ta position? Et naturellement, toute personne logique devrait prendre du recul, réfléchir, puis prendre sa vraie position après avoir réfléchi. Le problème, c'est que là, il y a d'autres partis, et si tu réponds pas rapidement, ben ça va être la place, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre la place, puis ils vont se retrouver dans les médias. Et les politiciens veulent de l'espace dans les médias. Fait que la seule façon d'être en mesure de répondre rapidement, c'est d'avoir fait les réflexions bien en amont pour faire en sorte que lorsqu'il y aura une question, ben, tu vois un peu dans quelle ligne tu vas te diriger. C'est un peu ce que, comme je disais, je l'ai fait, moi, au niveau des droits individuels et collectifs. J'ai fait un exercice avec différents sujets. Je suis allé de l'avant, puis j'ai fait ma réflexion. Aujourd'hui, si quelqu'un me donne une situation, ben, je vais être capable de répondre rapidement parce que j'ai fait l'exercice. Mais il faut faire... Puis à l'intérieur des partis politiques, on a ces réflexions-là. Le problème, c'est que on les fait... On va les faire, on les a faites il y a 5 ans. Et là, aujourd'hui, on ne les fait pas évoluer. Parce que on s'en va dans les congrès. Et là, habituellement, on en parle avec les membres dans les... Moi, je pense qu'il faut changer complètement la dynamique. Il faut qu'on amène les médias sociaux, les plateformes numériques. Je pense qu'il faut les utiliser davantage pour faire évoluer notre pensée et de faire en sorte que on va toujours se garder à jour au niveau de notre réflexion intellectuelle sur des enjeux de société. Mais c'est une façon d'impliquer les membres et de les motiver, qu'ils se sentent utiles dans le processus. Parce que toi et moi, on a fait partie de commissions politiques déjà. Et c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression, des fois, qu'on travaille dans le vide, qu'il n'y a pas de connexion entre le travail qui est fait dans la commission politique et le leadership du parti. Et toi, tu
tu m'as déjà parlé du fait que on est très en retard dans notre façon de communiquer avec les membres, que le congrès, une fois par année ou à tous les 2 ans, ça suffit plus. Ah, effectivement, on n'est plus à la bonne place. Ouais. Et il faut faire évoluer le parti politique. Puis c'est tous les partis politiques qui devraient évoluer dans la même direction. Parce que il faut comprendre que les membres, quand on s'implique, moi j'ai été président local, j'ai été président régional, j'ai été membre du conseil de direction. En réalité, c'est un peu particulier dans mon parcours, Ouais. c'est que normalement, en politique, les gens entre 30 et 45 ans, là, Ouais. les professionnels, surtout dans les grands cabinets à Montréal, ben, on se consacre à notre carrière, Ouais. puis on essaie d'enrichir, on essaie de s'enrichir et Rembourser tout. nos dettes, Ben, s'acheter c'est une ça, maison. exactement. Et moi, pendant ces années-là où normalement tu focuses, parce que Ouais. c'est très exigeant, moi j'ai mis des milliers d'heures dans le monde politique. Ouais, je sais, j'étais là. Ben, c'est ça, on a mis nos milliers Oui. d'heures ensemble. Mais tu sais, moi, j'ai passé énormément de temps. Et ce que j'ai réalisé en parlant avec un peu tout le monde qui sont des bénévoles, c'est que soit qu'on s'implique en politique parce on veut mousser une idéologie. Donc, par exemple, il y a beaucoup de membres qui se disent ben moi, le fédéralisme, j'y crois, je veux. Ou tu as des souverainistes qui vont, ils vont s'impliquer pour une cause. Et ça, c'est louable. Mais il y en a d'autres aussi qui veulent participer à l'évolution de la société. Ils veulent participer à des changements. Ils veulent participer à l'élaboration des politiques. Fait que ces gens-là qui sont un peu partout dans la province, ils s'impliquent en politique. Ils disent, ben moi, je vais donner du temps, je vais donner de l'énergie, etc. Et ils vont dépenser de l'argent pour se déplacer dans les activités. Et là, ils disent, ben moi, je veux pousser des idées. Et malheureusement, ils s'aperçoivent après un certain temps que leurs idées n'avancent pas. Et bon, des fois, ils réussissent à les faire voter, mais après ça, après le congrès, ça se perd. Ouais. Et bon, moi, je trouve ça malheureux. Puis ces gens-là qui donnent du temps, ben, quand on arrive dans le temps des élections, ben, c'est ces gens-là qu'on a besoin sur le terrain pour nous aider. Fait que moi, il faut qu'on retrouve une façon de garder ces gens-là qui réalisent, qui participent à l'évolution de la société, qui ont des idées. Bon, comment moi je le vois? Ben, d'abord et avant tout, je pense que l'élaboration des politiques, il faut arrêter que ce soit seulement qu'une fois par année à des congrès. Je pense qu'il faut qu'on le fasse dans le quotidien. Moi, je pense qu'on pourrait même avoir un système de vote. On pourrait avoir on a une carte de membre, on pourrait avoir un numéro, un code Ouais. qui ferait en sorte qu'on pourrait aller sur la plateforme et donner notre opinion sur un sujet en particulier. Et là, les gens pourraient arriver au parti et dire, ben il y a 75% des membres qui pensent que... Et ça, là, ça va faire en sorte que là, tu aurais un portrait réel de ce qui se passe. Et là, les gens qui sont à l'extérieur du parti diraient, hey, moi, ça m'intéresse de participer à dire mon opinion sur différents sujets une fois de temps en temps. C'est sûr que les partis politiques, des fois, les leaders, ils sont là puis ils disent, ben, ils veulent orienter le discours puis ils veulent pas nécessairement toujours. Ça, c'est plate, mais il y en a qui veulent pas avoir l'information du... Ils sont pas à même place que les membres. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je veux qu'on écoute les membres. Je veux qu'on ait un... Ça veut pas dire que je vais toujours être d'accord avec ce que les membres vont proposer, mais je pense Tu vas toujours en tenir compte. Ben, c'est ça qui est important. Ouais. Et moi, ce que je trouve en plus dans les congrès, ce qui est problématique, et je l'ai vécu, quand on travaillait sur la commission politique, on élaborait des politiques qui étaient extrêmement bonnes. Et là, on voyait arriver un député ou un ministre se présenter au micro puis dire « Ouais, c'est bon, mais on ne devrait pas voter dans cette direction-là. » Et là, tu as tous les membres qui sont là, et là, ils se font influencer. Il y a des fois où c'est tellement complexe, les résolutions qui sont présentées, parce qu'il y a d'autres conséquences. On n'a pas le temps d'expliquer tout en détail. Moi, je trouve encore une fois que avant même les congrès, il devrait y avoir des discussions ouvertes. Et il y a beaucoup à faire au niveau de l'intéressement des membres dans l'élaboration des politiques.
Je pense que les plateformes ne sont pas suffisamment utilisées. Je pense que quand les résolutions sont votées, ils devraient être sur le site du parti et mentionner, voici les résolutions qui ont été adoptées en 2018, 2019, en 2020, etc. Puis faire un suivi pour que les gens puissent voir quel est le travail qui a été fait. Et quand on fait la plateforme, moi, je pense qu'on devrait toujours dire dans notre plateforme électorale, vous savez, voici ce qu'on présente à la population, mais sachez que toutes les résolutions qui ont été adoptées par le parti pourraient aussi faire partie des décisions que le prochain gouvernement prendra. En réalité, de mettre de l'emphase sur les résolutions. Je trouve que les résolutions des jeunes, par exemple, ont toujours été très payantes dans le passé. C'est très intéressant. Je pense que les jeunes, il faut leur faire de la place. Je pense que sur le site du parti, c'est important d'avoir une section qui est dédiée, vivante, pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Il y a beaucoup de travail. Moi, je crois beaucoup que le travail au niveau de l'élaboration des politiques, il faut changer complètement la donne, faire beaucoup plus participer les membres. Et aussi, moi, je pense qu'il faut aller plus large en incluant une section pour que les non-membres puissent aussi s'exprimer. Oui. Parce que ça nous amène d'autres idées. Et en plus de ça, ça peut faire en sorte de... Tu sais, des fois, nos idées, quand tout le monde s'en va dans la même direction, on va jamais aussi loin que quand on est challengé dans nos idées. Oui. Et je pense que ça va bénéficier au Parti libéral d'être challengé, je m'excuse du terme, là, mais défié par rapport à des gens de l'externe. Oui. Et une chose qui m'a frappé aussi, c'est que parmi les candidats, en tout cas, j'ai suivi tous les débats et tout, tu es celui qui s'adresse le plus aux jeunes et que tu leur parles directement. Tu leur dis, les jeunes, je t'ai vu faire ça plusieurs fois. Moi, ce que j'ai mentionné là, dans un des débats, celui sur les jeunes, puis je l'ai à la fin, en réalité, là, je dis le dernier débat, je parlais de l'importance des jeunes, puis je disais que moi, j'ai 55 ans, j'ai deux jeunes, j'en ai un de 21 et de 23 ans. La réalité, c'est que moi, je suis en train d'essayer de bâtir un Québec de demain. Mais ce Québec de demain-là, c'est les jeunes qui vont en bénéficier. Naturellement, il y a une transition à faire. Et c'est pour ça que je trouve que l'importance des jeunes, c'est primordial. Puis moi, j'ai des conversations avec mon équipe jeune. J'ai une super belle équipe jeune. Et c'est intéressant, leur vision. Puis, tu sais, je parlais des ressources naturelles, l'exploitation des ressources naturelles, mais mon plus jeune, celui qui a 21 ans, il m'a dit, tu sais, papa, tu t'en vas dans une direction, l'exploitation des ressources naturelles, mais tu sais, la chose la plus importante, c'est les changements climatiques. Et ça, si on ne fait pas des gestes pour les changements climatiques, on paye. C'est vraiment notre futur. Puis quand on parle d'exploitation des ressources naturelles, c'est sûr qu'on s'en va pas dans cette direction-là. C'est parce que souvent, l'image qu'on a de l'exploitation des ressources naturelles du Québec, c'est des grosses compagnies étrangères qui arrivent du gros équipement, qui brassent la terre, qui font n'importe quoi, puis qui disent merci beaucoup, puis qui repartent. Alors, même moi, au début, quand je voyais exploitation des ressources naturelles, oui, mais comment? Et c'est là que tu t'es beaucoup expliqué depuis. Mais c'est ça qui est peut-être qui fait peur à certaines personnes qui font un lien direct entre exploitation des ressources et démolition de l'environnement, alors qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire les deux. C'est exactement ça. Puis moi, je veux qu'on le fasse d'une façon intelligente, puis je veux que ce soit nous autres qui le fassent. C'est pour ça que je prône toujours cette notion de dire que ça va être fait par et pour les Québécois. Je te donnais l'exemple de l'exploitation. On a vu dans le passé des compagnies étrangères venir chez nous, faire l'exploitation et repartir en nous laissant des déchets. Des déchets. Et en plus de ça, vous savez, tu vas avoir une compagnie étrangère qui va faire une exploitation, qui va avoir un dommage écologique. Mais là, au pire, la compagnie canadienne filiale, elle va faire faillite, mais la compagnie mère, elle ne sera pas inquiétée. Tandis que si c'est une compagnie québécoise, elle peut tout perdre si elle fait il y a une problématique au niveau de l'environnement. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on fasse les choses correctement, puis que ce soit nous, avec un bon contrôle.
la première mesure que je mentionne au-dessus de tout, c'est la question de l'eau. Je dis que l'eau, c'est primordial. Il faut la protéger. Je veux la nationaliser. Encore une fois, ça me... Tu sais, on parle des leaders, il faut avoir une vision. Mhm. Moi, ce que je trouve, et je déplore actuellement dans la course, c'est qu'il y a un manque complet de vision à long terme. Mhm. Parce que c'est... Comment au niveau de l'environnement? Moi, je mets une mesure sur la question de l'eau. Mhm. Je parle de l'exploitation parce que actuellement, on s'en va dans un mur au niveau économique et on ne peut pas laisser des milliards de dollars dans nos sols. Mais je le dis, faisons-le selon nos conditions. Je parle de faire avec un fonds souverain parce que là, les gens disent « Ouais, mais il n'y a personne qui est là, des promoteurs. » Moi, je dis non, le fonds souverain, ça veut dire que c'est nous qui va Oui. les exploiter. Oui. On va se trouver des partenaires, mais c'est nous qui allons faire 100% du profit ou 51% du profit si on se trouve des partenaires. Ça, c'est une vision de développement avec cette notion de l'environnement. La question de l'eau, je parle de l'accès à l'eau. J'ai parlé parce que moi, je vois de plus en plus les bords d'eau Mhm. se faire acheter par des propriétaires terriens. Et là, on commence de plus en plus à avoir moins de facilité à aller sur le bord du Saint-Laurent, dans les lacs. Mhm. Moi, je me dis non, je veux pas qu'il arrive ça. Donc, il Mhm. faut prendre des mesures maintenant Mhm. pour faire en sorte qu'on va donner un accès à l'eau dans les forêts pour aller à la chasse, la pêche. Il ne faut pas que ce soit les plus riches, les plus nantis qui puissent se permettre d'avoir accès à la chasse. Et c'est ça, de se projeter dans le futur puis de dire, ben écoutez, et ça, le leader doit avoir cette vision globale. Tu sais, en 2000, je parlais de l'érosion des berges. On parle de l'érosion des berges depuis 5 ou 6 ans, Mhm. qui est une problématique. Ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de s'en occuper que si on avait fait dans 2000. En 2002, je parlais de la diversification des marchés. Mhm. Aujourd'hui, les gens parlent de diversification des marchés. C'est ce manque de vision-là, puis des fois, c'est par... Je sais pas, c'est parce que des fois, en politique, les partis politiques sont portés à prendre leurs décisions en vase clos. Mhm. Là, ils disent, regarde, nous autres, on garde ça entre nous autres, là, Mhm. puis là, on va se On va trouver, on sortir va ça au sortir beau la moment, nouvelle, puis ouais. puis là, ben, il arrive avec, par exemple, Santé Québec, et là, ça, c'est la vision. Mais cette vision-là, prochaine élection, il y a un autre gouvernement qui rentre, puis dit, ben non, moi, je trouve que ça, c'est trop centralisateur, je m'en vais dans la décentralisation. Il faut ouvrir, puis discuter avec la population, des experts, voir cette vision différente. Moi, quand je parlais de la diversification des marchés, tout le monde maintenant parle de la diversification des marchés. Là, puis je les vois tous, ils disent, hey, il faut faire de la Ouais. diversification des marchés. Et là, c'est ça dans leur plateforme. Mais là, il n'y a personne qui parle de comment on l'a fait, la diversification des marchés. On dit à une entreprise, mais faites la diversification de marché. Oui, mais l'entreprise, elle se dit, moi, là, ça me coûte cher, etc. Moi, j'arrive avec l'idée de dire, on a des Québécois issus de l'immigration qui viennent de plein de pays à travers le monde. Ça devrait être, il faut les mettre à profit dans le processus de diversification des marchés. Ça, c'est on dit, ben regardez, si on a des gens qui viennent d'Afrique, des gens, par exemple, je donnais l'exemple du Japon, de l'Amérique du Sud, ces gens-là peuvent d'abord et avant tout nous dire si le produit il va être acceptable sur le marché de la manière qu'on le présente, s'il il rejoint un besoin, est-ce qu'il va être intéressant? Ils vont nous parler de la culture, ils vont nous parler de la langue, ils vont nous donner des contacts dans ces pays-là. C'est de même qu'on fait de la diversification de marché. Ouais. C'est ça qu'on a comme atout, mais il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne. J'ai pas entendu personne parler de ça. La langue, Ouais. on parle de la langue, de la protection de la langue. J'en ai parlé avant. Les gens regardent comment on protège la langue. On parle de Montréal. Mhm. Moi, je suis là, puis je dis, mais oui, mais regardez, faites le lien, là. Vous avez des étudiants étrangers qui s'en viennent ici, puis les gens s'en vont sur le marché du travail parce qu'on leur donne un permis de travail. Puis là, ben, naturellement, ils parlent seulement. Ceux qui ne parlent qu'anglais, ben, quand ils servent la population, ils servent, ils disent sorry, I don't speak French. Ouais. Mais le geste qu'on doit poser, c'est de dire, ben, regarde, on voit le problème, on le bloque. Mhm. Je comprends pas qu'il n'y a personne
personne qui a parlé de cette problématique-là. Donc, tu es bienvenu pour étudier, mais si tu veux travailler, il faut que tu aies une connaissance minimale du français. Ce qui peut, dans certains cas, ne pas être très, très compliqué non plus. Moi, j'ai déjà eu cette conversation avec une serveuse dans un restaurant japonais, puis je lui ai dit, si je suis capable de sortir 3-4 phrases en japonais, toi, la jeune, tu devrais être capable d'en faire autant. Et elle m'a dit, vous avez raison. Et après, elle m'a toujours servi en français. Donc, des fois, c'est juste d'établir une connexion. C'est pas une punition, ce que tu proposes dans le Ah, fond. pas du tout. Mais Puis c'est ça une touche- mesure concrète pour protéger le français au centre-ville de Montréal. Ben, c'est ça. Puis, Ouais. fait que là, les gens arrivent et disent le Parti libéral, et, ils défendent les minorités, mais ils Ouais. parlent pas du français. Moi, j'amène une solution. Puis c'est drôle parce que je regarde les gens, la réaction Mhm. dans les médias. Puis ça, c'est une problématique. Les gens veulent qu'on se batte entre nous autres. Puis là, ils disent il n'y a pas de contenu. Je m'excuse, du contenu, il y en a eu. En tout cas, de mon bord, de mon côté, j'ai amené beaucoup de contenu de fond. Mhm. Mais c'est hallucinant de voir comment l'importance est donnée. Avoir voulu donner une claque à un candidat ou à un autre, là, j'aurais fait les grands titres. D'ailleurs, au dernier débat, ils m'ont posé une question, les médias m'ont posé une question, puis je les ai regardés en riant, en disant, bon, ben, est-ce que je veux demain faire parler de moi dans les médias ou je vais être ignoré? Ouais. Et j'ai pas répondu dans la direction qu'ils voulaient parce qu'ils voulaient une attaque. Mais j'avais parlé d'une mesure extrêmement importante qui est la question des non-résidents qui financent des résidents pour acheter des terres agricoles, acheter des propriétés. Moi, une des raisons pourquoi je vais décider de me présenter, c'est parce que je vois actuellement une dégradation, mais vraiment importante de notre souveraineté au niveau de nos ressources naturelles, au niveau de notre territoire agricole, au niveau de nos... On voit des érablières passer aux mains d'étrangers, directement ou indirectement. Et ça, là, moi, ça me dérange énormément parce qu'il y en a qui font des acquisitions de terrains, font de la spéculation sur nos terres agricoles ou nos terrains dans l'immobilier, ils achètent des hôtels, etc. Mais ils sont financés par des gens, des non-résidents. Et là, vous allez comprendre que là, il dit, ben non, c'est des résidents qui achètent, mais la réalité, c'est pas ce qui se passe. Moi, je veux de la transparence. J'ai annoncé que dès que je vais rentrer au pouvoir, je vais mettre en place des mesures de transparence. S'il y a du financement étranger, il va falloir qu'il soit déclaré, puis on va faire des mesures pour faire en sorte qu'on ne puisse pas faire des acquisitions importantes. Importantes. Je vais me garder une petite gêne sur ce que je sais aussi en détail, mais je peux vous garantir qu'il va y avoir aussi des enquêtes qui seront faites quand je vais rentrer au pouvoir. 2 groupes d'enquête sur les acquisitions étrangères, puis aussi sur des transactions qui ont été faites sur des concessions gouvernementales qui ont été faites à des compagnies étrangères. C'est pas... il y a des choses qui sont inacceptables, mais à ce stade-ci, je vais me garder une petite gêne à ce niveau-là. Moi, je voudrais juste revenir sur la question du parti. Comment tu vois ça au niveau des investitures, par exemple? Bon, il y a 2 choses. Moi, j'ai vécu une investiture en 2000. Ça fait longtemps de ça, puis c'est extrêmement difficile. Moi, je partais de Montréal, puis je faisais 1500 km à toutes les fins de semaine. Mais ce que je me suis aperçu après ça, par la suite, c'est que c'est difficile sur certains profils des gens professionnels. Comme moi, j'aurais aimé refaire de la politique à un certain moment, mais puis j'aurais pu m'en aller dans certaines investitures. Mais le problème, c'est que quand tu es un professionnel, de dire à ta clientèle, ben écoutez, moi, je m'en vais dans une investiture, c'est un message que tu envoies, tu mets de côté beaucoup de choses et avec un résultat qui n'est pas nécessairement probant. Et les investitures, c'est beaucoup de la vente de cartes. Tu peux être un très bon vendeur, mais pas nécessairement très bon non plus. Fait que oui, il faut essayer d'avoir des investitures le plus souvent possible ouvertes. Mais d'un autre côté, si on veut se créer avoir des experts dans certains domaines pour être capable de se bâtir un conseil de ministres qui a une respectabilité, il y a peut-être des choix. Donc, une formule hybride. Oui, c'est ça. Ça sera pas 100%
investiture, il y a je pense qu'il y a des Il y a comtés... des circonstances particulières c'est ça qui vont aussi. faire en sorte qu'on Ouais. doit attribuer Ouais. ou permettre à des gens de se présenter parce qu'ils ne peuvent pas annoncer publiquement, ils ne peuvent pas s'exposer. Mhm. C'est ça. C'est la réalité de la vie. Sauf que, moi, quand on parle de l'importance des régions, Mhm. moi, je le dis tout de suite, hein, les gens qui veulent, qui pourraient espérer faire partie des ministres, Mhm. ben, il va avoir 1 an. Ils vont avoir à démontrer Mhm. qu'ils sont importants pour le parti, Mhm. pas juste au niveau de leur expertise, mais sur leur capacité de faire rayonner le parti partout. Mhm. Fait que moi, je m'attends à ce que les députés qui sont en place ben, se déplacent dans le Québec, démontrent qu'ils sont capables de... Mhm. Parce que ce que je trouve dommageable, c'est qu'on peut faire sa job correctement dans un comté et c'est parfait avec ça. Moi, j'ai pas de problème. Sauf que quand tu prends des postes comme de ministre, etc., il y a un rayonnement. Mhm. Ben, je pense qu'il faut que tu fasses rayonner le parti, pas juste dans ta circonscription, mais partout dans le Québec. Mhm. Et donc, je m'attends à ce que les gens se promènent, bougent, à y rencontrer. Moi, ce que je savais, mais que j'ai vu, puis je l'ai constaté, quand on regarde les médias nationaux, Mhm. ils sont très spécifiques, ils sont très sélectifs sur ce qu'ils font, puis ils donnent très peu de temps d'antenne. Quand on s'en va dans les médias régionaux, ils sont très ouverts, ils sont très accueillants, ils nous permettent de passer beaucoup de messages, de comprendre c'est quoi leur rapport. Et je trouve que les médias régionaux ne sont pas assez utilisés par nos politiciens. Je pense que c'est pour ça que c'est important de se déplacer, d'aller voir les membres sur le terrain, d'abord et avant tout, mais ensuite de voir la population, voir les entreprises, la réalité, comprendre mieux les régions, mais aussi d'utiliser les médias qui sont une porte incroyable pour parler à la population. Mais c'est vraiment un tout. Moi, je trouve ça important là, que quand tu travailles pour un parti politique, tu es représentant d'un parti politique, ben, tu essaies de rayonner plus large que ton comté. Je dis pas qu'il y a des gens qui seront juste dans leur comté, mais ton importance relative dans le parti, ben, ça va être En reflété. conséquence, C'est ça, hein, exactement c'est ça. OK. Exactement. OK. Et le rôle des femmes dans le parti. C'est toujours c'est cette éternelle discussion qu'on a. Oui, il n'y a pas assez de femmes, mais c'est pour telle ou telle raison. Comment tu vois ça, toi? Ben, je pense qu'il faut adapter le. Puis c'est drôle, parce que j'ai eu la réflexion. Ils ont posé des questions. Ils ont posé des questions au débat à Stagatineau. Puis, bon, naturellement, on se fait poser des questions. Puis sur le moment, on n'a pas. Tu sais, on va répondre partiellement. Tout le monde est puis pour la vertu, mais ben, comment c'est est-ce ça. qu'on l'exerce? Puis, ben, c'est ça. Puis, moi, dans ma réponse, ce que je mentionnais, c'est ben, il faut demander aux femmes comme c'est quoi les problématiques. Oui. Puis, quand Marois Risquet a annoncé qu'elle allait Qu'elle quitter, quittait, oui. ben, naturellement, ça m'a fait de quoi? Parce que je me suis dit, ben écoutez, elle apporte beaucoup au Parti libéral, elle apporte beaucoup aussi au Québec en général avec ses interventions et tout. Puis je me suis dit, bon, comment on fait? Est-ce que c'est possible de changer la façon de faire au Parlement pour permettre à quelqu'un, par exemple, qui est à congé de maternité ou avec des enfants, des jeunes familles, de faire des interventions pas nécessairement sur place. Je me suis dit, y a-t-il moyen d'avoir, par exemple, au Parlement, des écrans qui feraient en sorte que la personne pourrait intervenir par vidéoconférence? Je me suis posé la question. Puis c'est drôle parce que lorsqu'ils m'ont. J'ai pas abordé le sujet, mais je me disais comment on peut repenser notre système pour peut-être faire en sorte qu'on peut travailler à distance dans certains cas. C'est ça. C'est pas toujours évident, mais je pense que, bon, ça, c'est une des choses. Naturellement, la sélection des candidatures. Ouais. C'est. Mais toi, tu as une grande ouverture, ça se répète souvent dans ton discours.
à dire, bon, avec toutes ces technologies qu'on a maintenant, on a l'occasion justement d'opérer une réelle transformation, de casser nos habitudes et de se servir de ces nouveaux outils pour faire les choses différemment. Ben, Hmm. tu sais, je donnais l'exemple du commerce en ligne, du savoir. Ben, encore une fois, on a l'impression, on n'utilise pas suffisamment la technologie, c'est tout simple que ça. Puis on devrait l'utiliser dans tous les aspects, dans le milieu du travail, mais c'est juste, tu sais, je regardais avec le COVID, bon, c'est catastrophique ce qui s'est passé avec le COVID, mais il y a une chose, c'est que on a, maintenant, tout le monde fait des Zooms. Bon, les Zooms ou tous les autres moyens de communication, là. Mais les vidéoconférences, mais c'est quelque chose qu'on a dû subir le COVID pour faire en sorte que maintenant, les vidéoconférences, c'est la norme. C'est la norme. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'on regarde tous les autres aspects qu'on n'utilise pas encore, les technologies. On parle de l'automatisation. Moi, j'en ai parlé. Tu sais, c'est une chose. Quand les gens disent, ben, OK, il faut aller dans l'intelligence artificielle, il faut l'automatisation, mais OK, mais arrêtez de le dire, mais trouvez spécifiquement des endroits où vous allez pousser les gens à le faire. Quand on parlait de l'immigration temporaire, moi, j'ai fait un lien en disant, ben, vous demandez les employeurs demandent des travailleurs saisonniers ou temporaires. Ben moi, ce que je demande, c'est de dire, ben, quand vous allez faire votre demande, avez-vous un plan d'automatisation en même temps? Ah, ben là, on voit qu'on pousse les gens parce que là, ils vont être obligés de faire un plan d'automatisation, puis ils vont peut-être s'en aller vers l'automatisation, puis le gouvernement va aider. Ça va être mieux d'avoir de l'automatisation que d'avoir nécessairement des gens qui viennent de l'étranger temporairement ici. Ensuite de ça, on parle des écoles. J'ai mentionné le fait que tout le monde dit ben il faut amener les étudiants. Les universités québécoises se plaignent parce que là, on coupe les visas, on amène les étudiants ici sur les bancs d'école. Quand le commerce en ligne, le e-learning est vraiment ailleurs, maintenant, partout répandu, et on doit faire un grand virage dans cette direction-là. Il y a des milliards de dollars qui sont là. Et on a le savoir et on pourrait exporter notre savoir avec l'intelligence artificielle, faire des cours, les traduire dans 25, 50 langues et les envoyer à l'étranger. Est-ce que tu irais jusqu'à avoir un ministre éventuellement dans ton gouvernement qui est chargé de cette transformation, d'analyser ce qui est possible dans chaque ministère, dans chaque organisation gouvernementale? Ben, moi, effectivement, on pourrait aller jusque-là parce que moi, je regarde le monde. Et ma vision du monde, c'est de dire, bon, écoutez, quand on regarde au niveau compétitif, purement business, si on a 194 pays dans le monde, et ces 194 pays-là sont capables de faire du linge, bon. Ben, c'est sûr que les risques qu'on soit compétitif, c'est plus élevé. C'est pas bonne chance, à moins que ce soit de la haute couture. On ne sera pas compétitif dans ce domaine-là. Fait que moi, je me dis, si on veut être compétitif, il faut aller dans les marchés où il y a peu de joueurs. Mais c'est où les marchés c'est la haute technologie, dans l'intangible. Et donc, c'est là-dedans. Et l'intelligence artificielle, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, moi, je pense que il faut s'en aller dans des domaines où on va avoir de l'énergie, mais on va la produire, on va mettre l'intelligence artificielle. Ça va faire en sorte qu'on va être en mesure de compétitionner avec peu de pays dans des domaines très, très précis. Et c'est pour ça que quand je parle d'un leader, bien, le leader, il faut qu'il ait cette vision puis qu'il soit entouré des gens qui ont cette vision-là de dire c'est où on investit. Parce que le rôle du gouvernement, puis ça, c'est une chose importante, l'interventionnisme gouvernemental, il faut le faire à des endroits charnières dans une société. Ciblé. Ouais. Donc, par exemple, dans une entreprise, c'est quoi les moments charnières? Bien, tu as la création de l'entreprise. Parce que là, on parle de faire de la deuxième, troisième transformation. Et là, j'entends toutes il faut faire la deuxième. Oui, mais Comment?
C'est quoi les problématiques? Moi, je sais qu'il y a des gens dans des usines qui font de l'exploitation des ressources naturelles. Eux, ils ont des idées, ils disent « Hey, on pourrait faire telle chose », mais ils n'ont pas le financement. Fait que si on veut créer la deuxième, troisième transformation, ben, il faut aider les gens dans les régions à avoir du financement. Et ça, c'est le rôle du gouvernement d'arriver et de dire « Ah, moi, vous avez des projets de deuxième, troisième transformation. Moi, je vais vous donner de l'argent, des prêts. Vous me remboursez plus tard, mais je vais partir la roue. » C'est partir la roue qui est importante. Quand les gens s'en vont à l'international, tu as une entreprise qui s'en va à l'international, ben, comment on fait pour partir la roue? Ben, les gens, la diversification des marchés, c'est la connaissance, le financement, parce que quand tu veux partir sur un marché en Asie et tu veux vendre des produits, ben il faut que tu amènes ton produit à l'étranger, donc tu vas avoir un inventaire qui va te coûter cher. Mais le gouvernement, il faut qu'il supporte l'entreprise dans l'établissement. C'est pour ça que je disais, moi, il pourrait y avoir des entrepôts du Québec à l'étranger pour maintenir des stocks. Il faut financer, aider au financement. Pas des subventions où on ne gagne jamais l'argent. On va prêter de l'argent. Et là, les entreprises qui sont rentables, ils vont générer plus de revenus, ils vont nous rembourser. Et quand on a des transitions, c'est un autre moment. Quand on fait des acquisitions, c'est des moments comme ça où le gouvernement doit faire des interventions pour s'assurer de permettre ce saut. L'automatisation, la transformation, c'est des moments aussi charnières d'une société, d'une compagnie. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement doit aider. Et c'est pour ça que moi, je veux avoir cette réflexion de à quel endroit, à quel moment on a cette importance-là. Le gouvernement a une importance. Et quand on parle de... Tu sais, on a parlé de Norvolt. Mais Norvolt, encore une fois, là, moi, je me mets... Quand je pense au développement du Québec, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La technologie, l'intangible. C'est ça qui amène de la valeur à une société. Quand on est juste un sous-contractant, on a beaucoup moins de valeur. Parce que ça, il y a beaucoup de pays à travers le monde qui peuvent faire de la sous-contractance. Quand on regarde dans le domaine de l'automobile, puis je vais revenir sur Norvolt, quand on regarde le domaine de l'automobile, on est le seul pays du G7 qui n'a pas de constructeur automobile. On est le seul. Nous, on a pris une décision d'être un sous-contractant des Américains. Puis aujourd'hui, vous voyez, avec la guerre tarifaire, bien là, nous autres, on se retrouve à être coincés parce qu'on n'a pas notre propre production automobile. Parce qu'on a décidé d'être des sous-contractants. Norvolt, c'est encore un cas de sous-contractance. On n'avait pas la technologie. On décide d'investir massivement dans une compagnie étrangère pour être un sous-contractant. Qu'est-ce qui arrive? Un sous-contractant, à un moment donné dans le temps, on dit on va couper parce qu'on va s'en aller ailleurs. Il délocalise, puis nous autres, on se retrouve avec rien. C'est ça, cette vision économique-là qui est, de façon générale, qui est primordiale à un leader. Je vais vous donner un autre exemple. Je m'excuse, je tue. C'est spécial d'être devant un ami, là, puis, mais je vais donner un autre exemple. Quand Amazon est arrivé, Amazon, là, ils se sont fait ouvrir les bras grands ouverts par Post Canada qui ont fait une entente, qui ont gardé confidentiel. Ils ont permis à avoir à Amazon des tarifs privilégiés pour pouvoir faire de l'expédition. Pendant ce temps-là, on disait à toutes nos entreprises québécoises, « Hey, allez sur le commerce en ligne, faites de la vente. » Et moi, j'ai des commerces partout dans le Québec, des petits commerces, qui, quand ils envoient un produit, ça leur coûte 12 $ pour envoyer le paquet. Bien, ça fait en sorte qu'eux autres se retrouvent que quand les gens s'en vont en ligne, ils disent, « Ben regarde, ça coûte 12 $ plus le prix. » Ils annulent leur commande. Et là, ils s'en vont sur Amazon. Puis là, ben, Amazon a des tarifs. Et là, ils font en sorte d'acheter avec Amazon. Fait que ce qu'on a fait, là, en faisant des tarifs privilégiés à Amazon, bien, on les favorise au détriment de nos... Fait que cette notion de vision-là est complètement ridicule. Ce qu'on aurait dû faire, puis moi, ce que je prône, c'est qu'on fasse des regroupements au Québec pour avoir au moins des tarifs similaires à ce qu'on a offert à des compagnies étrangères. On ne devrait pas offrir à des étrangers des tarifs
qui sont privilégiés pour venir compétitionner notre propre entreprise. C'est ridicule. Ouais. Mais ça, c'est encore une question de manque de vision. C'est des gens qui n'ont pas une perspective globale du marché. Puis c'est ça qu'on a comme dirigeant aujourd'hui. Donc, si je veux un peu résumer ta vision et comment tu es en train de la mettre, tu veux vraiment amener le parti et le Québec dans le 21e siècle. C'est certain. C'est exactement Ouais. où on s'en va. Puis c'est ma vision. Moi, vous savez, le leadership, c'est une chose qui est importante, Mhm. mais c'est un travail de collaboration entre toutes les composantes. Mhm. Je pense que la technologie va permettre aux gens de collaborer davantage. Moi, j'ai annoncé que comme chef, que j'allais me présenter dans chacun des 125 comtés à tous les mandats, comme premier ministre, Mhm. d'ailleurs, chef de parti ou premier ministre et premier ministre. Mhm. Je vais me présenter dans chacun des 125 comtés. C'est pas normal qu'on ne soit pas capable de Mhm. visiter les 125 comtés durant 4 ans, Mhm. d'avoir une présence. Mais oui, moi, je pense que la technologie, on n'est pas à la bonne place actuellement. Ça coûte... on le fait, on fait des balados maintenant facilement. Mhm. Mais, on en fera plein une fois premier ministre parce que ça va me faire plaisir d'expliquer à la population aussi ma vision, puis que les gens comprennent où on s'en va, puis dans quelle direction on s'en va, mais aussi de comprendre à l'avance où je vais m'en aller. Parce que quand tu expliques bien ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ben là, les gens ont plus confiance. Peuvent connecter. Ben oui, parce que quand je parle d'environnement, Mhm. on a parlé tout à l'heure de l'exploitation des ressources naturelles. Ben quand j'en parle, comme j'en parle maintenant, puis de dire de toute façon, un jour, nos ressources naturelles vont être exploitées par quelqu'un, puis c'est pas nous autres, on aura moins le contrôle sur ce qui va se passer. Ben, les gens peuvent avoir beaucoup plus confiance en quelqu'un, probablement comme moi, qui dit, ben, je pense que lui va le faire d'une façon correcte. C'est exactement c'est comme ça que je vois comme ça que je vois l'évolution du Québec, et c'est comme ça que je vois ma position à l'intérieur